Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette sixième semaine, nous allons parler de la rédaction. On est dans une civilisation de l'écrit, dans la mesure où les décisions que nous prenons, que nos autorités prennent, n'ont de valeur que parce qu'elles sont écrites. On n'est pas dans un système oral où on se tape dans la main et l'affaire est conclue. Il y a toujours un document à la base de toute action, de toute décision qui concerne à tout le moins l'administration. Et donc, l'objectif de cette séance est de vous donner quelques conseils en matière de rédaction. Alors, il y a plusieurs types de documents à rédiger dans notre quotidien. Il y a les lettres, il y a les rapports, il y a la correspondance de manière générale. Et puis, il y a les actes administratifs. On a parlé de la notion d'acte administratif la semaine dernière. Ces actes administratifs, non seulement doivent répondre aux mêmes exigences que les courriers et les lettres en termes d'orthographe, de présentation, etc., mais ils répondent à une organisation, une structure particulière. C'est ce que je vous propose de voir cette semaine-ci. Donc, je partage directement le PowerPoint avec vous pour vous donner quelques informations sur la manière de rédiger de manière générale, je dirais. Il y a quelques consignes à respecter, quelques règles de bon sens, j'ai envie de dire, qui sont celles que nous devons suivre au quotidien lorsqu'on rédige une série d'informations. Alors, ça dépend de ce qu'on rédige, bien entendu. On rédige des courriers, des lettres, c'est une chose. On rédige également des actes administratifs, c'est autre chose. Mais quelle que soit la nature du document qu'on rédige, ben, il y a une série de règles. Alors, je vous donne quelques exemples ici. Moi, je vous renvoie surtout au syllabus. Je ne vais pas passer en revue les règles que je vous propose dans le syllabus. Vous les aurez lues et vous en aurez fait, vous les aurez fait vôtres. Mais voilà, quelques petites consignes ou trucs que je vous propose qui vous aideront, je pense, dans tous vos exercices de rédaction. Alors, un des premiers conseils, c'est d'être le plus précis possible. Quand on indique la province a décidé que, la province, comme j'aurais pu dire la commune ou le CPS, c'est qui la commune, le CPS ou la province? Donc, indiquer le collège provincial ou le collège communal ou le conseil communal ou peu importe qui, mais indiquer le bon organe compétent qui a décidé, qui vous écrit ce document. Donc, soyez précis dans vos termes. Soyez précis également dans vos dates. Lors du dernier bureau exécutif, ça ne veut rien dire. En tout cas, ce n'est pas suffisamment précis. Vous indiquerez lors du bureau exécutif du 19 mars 2018, peu importe, mais vous indiquerez la date de la réunion qui permettra clairement d'identifier la séance à laquelle la décision a été prise ou la séance à laquelle le courrier a été approuvé. Alors, toujours dans la notion de sécurité des termes ou de précision des termes, faites attention à certains termes qui ont justement une connotation particulière. Quand on indique toute personne qui habite la commune, habiter la commune, ça veut dire quoi habiter? Au plan administratif, c'est un terme qui n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, on indiquera toute personne domiciliée sur le territoire de la commune. Habiter quelque part n'est pas nécessairement avoir son domicile à cet endroit. On peut très bien habiter le week-end dans une maison de campagne, mais être domicilié ailleurs, là où ce n'est pas sa maison de campagne. Et donc, là où on est domicilié, on a des obligations, des droits qui ne sont pas les mêmes que là où on est résident temporaire. Quand je parle d'obligations et de droits, c'est notamment en termes d'imposition, etc. Mais donc voilà, il y a quelques différences entre le fait d'habiter quelque part ou d'être domicilié quelque part. Donc, au plan administratif, ça a son importance. Utilisez donc le terme le plus adéquat qui évitera des confusions. Votre carte d'identité est nécessaire. On préférera plutôt une phrase qui s'adresse directement aux personnes. On essaiera d'éviter les voix passives de manière générale, plutôt qu'une voix passive qui est notamment impersonnelle, du type votre carte d'identité est nécessaire, vous préférez, veuillez vous munir de votre carte d'identité, c'est plus direct, ça parle plus à la personne, et ça a un côté un peu moins administratif et donc un peu moins rébarbatif. Alors, évitez aussi, c'est un exemple, mais parfois on se perd dans notre texte, et donc évitez, par exemple, les doubles négations. Donc, il n'est pas permis de ne pas être présent à cette réunion. C'est une formulation un peu lourde pour pouvoir dire votre présence à cette réunion est obligatoire. Ça veut dire la même chose, mais c'est exprimé de manière la plus claire, en tout cas plus concise et donc plus efficace. Essayez d'adopter chaque fois la formule la plus efficace et donc celle qui est la plus simple à comprendre par les personnes qui sont concernées.
Même chose que ce que je vous disais tout à l'heure en termes de voix passive, éviter cette décision vous est communiquée, mais nous vous communiquons cette décision. Ça donne aussi un côté plus direct et un côté plus accessible aux personnes qui lisent cette recommandation. Voilà, vous avez quelques consignes qui apparaissent dans le syllabus. Je vous engage à les suivre de manière un peu plus précise. Alors, faites attention également aux notions, l'orthographe bien entendu, à la ponctuation et à la signification. Quand on parle d'orthographe, on va voir tout de suite que ça peut avoir une importance, non seulement en termes de présentation, mais aussi en termes de sens de ce qu'on écrit. La ponctuation, selon le fait de mettre une virgule à un endroit ou à un autre, ça change potentiellement le sens aussi. Et donc, voilà, ça peut avoir toute une importance dans un dossier, dans un courrier ou dans un acte administratif. Exemple, la phrase « Considérant que M. R ne s'est pas inscrit à l'école provinciale d'administration à cause de sa réputation », à cause de sa réputation, on ne sait pas bien si on vise la réputation de M. R ou de l'école provinciale. Alors que si on avait mis une virgule, normalement, entre administration et à cause, le décalement de à cause de sa réputation indiquerait qu'il se porte plutôt vers M. R. Tandis que si on ne met pas de virgule, comme c'est indiqué ici, c'est plutôt la réputation de l'école provinciale d'administration qui est en cause. Ce que je vous dis est discutable, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'écoles par rapport à ça, mais simplement pour vous dire que dans la manière de rédiger, donc dans l'ordre des mots aussi, en plus de la ponctuation, il peut y avoir quelques différences et donc quelques interprétations qui ne sont pas toujours de bonne loi. Autre chose, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement, c'est un agent qui m'avait remis un jour un dossier de ce type-là pour l'octroi d'un permis d'urbanisme pour la construction d'un abri pour animaux en bois. Alors évidemment, dit comme ça, écrit comme ça, on a l'impression que ce sont les animaux qui sont en bois, c'est évidemment l'abri qui est en bois. Et donc, voilà, l'ordre des mots fait que ça change de sens. On aurait dû indiquer octroi d'un permis d'urbanisme pour la construction d'un abri hors bois pour animaux. Ça aurait été plus logique, le sens aurait été respecté. Quelques exemples également d'orthographe qui peuvent modifier le sens. Selon que vous indiquez dans cette phrase qui suit le mot daté au masculin singulier, au féminin singulier ou au féminin pluriel, vous changez fondamentalement le sens de la phrase que vous avez devant vous. Attendu l'audition de M. D et la notification du PV daté du 15 janvier 2015, donc daté et au masculin singulier, implique que c'est le PV qui est daté du 15 janvier 2015. Si vous mettez daté E, indique que c'est la notification du PV qui est datée du 15 janvier 2015. Et si vous indiquez daté E avec 2 ES, c'est l'audition et la notification qui sont datées du 15 janvier 2015. Oui, mais ça a un impact, évidemment, sur toute votre procédure. Si vous avez fait une faute d'orthographe par rapport à cette phrase et que vous avez indiqué et masculin alors que vous deviez indiquer et e, ça change fondamentalement toute votre procédure. On peut vous reprocher de ne pas avoir respecté la procédure parce que vous avez fait une faute d'orthographe qui modifie le sens de ce que vous vouliez indiquer. Donc, soyez particulièrement attentifs à ça. Je sais qu'il existe des outils tels que des correcteurs d'orthographe, des correcteurs grammaticaux, etc. Ça a évidemment un intérêt. Ceux qui existent dans les logiciels, les outils tels que Word, etc., peuvent être utiles. Il existe même d'autres outils encore plus perfectionnés que cela. Si c'est vraiment utile, vous pouvez vous faire aider de ce genre d'outils. Demandez à vos collègues éventuellement de relire si vous avez de vrais problèmes avec l'orthographe. Mais je pense que la nécessité de pouvoir rédiger avec une orthographe tant de grammaire que d'usage est essentielle pour pouvoir mener à bien des dossiers. Sans ça, puisqu'on est dans la civilisation de l'écrit, vous risquez de sérieux problèmes dans la gestion de votre dossier. Autre exemple, l'article 16 de la Constitution, donc ce n'est pas rien, hein, l'article de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. Donc cet article 16, qui consiste à autoriser les expropriations, je vous le dis au passage, indique établi avec IS. Qu'est-ce qui est établi par la loi? Si on lit correctement l'article, c'est les cas et la manière. Donc, il faut bien saisir le sens de cet article. Je vous rassure, la Constitution n'a pas fait de faute d'orthographe. Donc, le S qui s'ajoute à établi indique qu'il y a donc plusieurs éléments qui sont établis. Et ces éléments, c'est en l'espèce les cas et la manière. S'il n'y avait pas eu de S, on aurait mis établi à la place. Dans ce cas-là, ça aurait été la manière qui aurait été établie par la loi et pas les cas. Mais ici, c'est bien les cas et la manière qui sont établis par la loi. Donc, voilà des exemples où il y a parfois des particularités d'orthographe qui ont un impact sur le sens de ce que vous voulez écrire. J'attire votre attention sur la féminisation des mots, notamment
la féminisation des fonctions, des métiers. C'est une tendance qui existe depuis plusieurs années, c'est pas plus mal. Alors évidemment, on peut arriver à des situations un peu particulières. Là, dans le PowerPoint, je vous donne un lien vers un site de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vous donne accès à un guide qui donne le pendant masculin ou féminin de chaque profession. Alors dans certains cas, ça peut être un peu étrange, hein, le cuisinier et la cuisinière, le cafetier et la cafetière. Bon, c'est pas toujours heureux. Mais dans l'autre sens aussi, hein, une sage-femme devient un sage-femme, on ne dit pas un sage-homme. Donc voilà, il peut y avoir des situations là aussi un peu spécifiques si on va à l'extrême. Mais bon, dans ce qui nous intéresse, nous, au quotidien, ben, vous savez que quand on parle d'un échevin femme, c'est donc une échevine, la bourgmestre plutôt que le bourgmestre. Ce n'est pas une obligation, vous n'aurez pas un problème de validité juridique de votre écrit ou de votre acte administratif si vous avez utilisé le masculin de la fonction pour une personne de sexe féminin. Mais voilà, soyez attentifs à ça malgré tout. Essayez de respecter la règle et de féminiser le plus possible les fonctions lorsque, évidemment, la personne est aussi demandeuse. J'attire aussi votre attention sur la dernière mode que personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve profondément stupide, qui est l'écriture inclusive. Donc, vous connaissez ce principe, vous l'avez sans doute déjà rencontré, qui consiste à éviter de dire ou d'écrire, surtout d'écrire toutes et tous, comme je le fais d'ailleurs en entrée de séquence. Je vous dis bonjour à toutes et bonjour à tous, mais pour éviter de stigmatiser la différence de sexe, on devrait écrire, parce qu'à l'audition ou à la prononciation, c'est impossible, on devrait écrire non pas tous et toutes, mais TEU.TE.S. Comme ça, on a le masculin et le féminin qui sont inclus en quelque sorte dans le même mot. Évidemment, cette multiplication de points au travers de tous les mots qui pourraient être utilisés par des personnes de sexe masculin et des personnes de sexe féminin rend la lecture profondément insupportable et on finit par perdre le sens. Bon, voilà, c'est un point de vue personnel, je trouve ça absurde, je vous l'ai dit. C'est en tout cas pas une obligation à respecter dans la rédaction, ce n'est pas validé comme tel. Si vous voulez le faire, amusez-vous à le faire. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres combats à mener que celui-là en la matière. Mais soyez aussi conscients que ce genre de choses existe et que donc, aujourd'hui, certains écrivent de cette manière. Je vous laisse évidemment juge de ce que vous voulez penser par rapport à cet aspect-là des choses. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est dans le syllabus concernant les procédés de rédaction ou les exemples ou des particularités concernant la rédaction. Ici, je vous propose un petit exercice que vous ferez chez vous tranquillement à la maison si vous le souhaitez. C'est un texte sans ponctuation pour vous montrer l'importance de la ponctuation également. Il n'y a absolument aucun signe de ponctuation et donc l'exercice consiste à remettre la bonne ponctuation au bon endroit pour qu'on ait un texte qui ait du sens et qui soit suivi. On ne va pas le faire. Si on était en classe, on le ferait ensemble. Si on n'a pas le temps et ça ne s'y prête pas, je vous donne directement la correction. Donc voilà, vous avez la possibilité de pouvoir le faire chez vous et de le corriger directement. J'attire aussi votre attention sur les lettres et les rapports. Donc, lorsqu'on mène un dossier administratif, lorsqu'on le constitue et qu'on le gère, on doit fatalement rédiger une série de documents, des lettres et des rapports. Si on est face à un dossier qui a une origine externe, notre correspondant direct, c'est la personne extérieure qui a lancé le dossier. Donc, on va être en relation avec cette personne, on va lui écrire des courriers. Et donc, voilà, il y a quelques principes que je vous suggère également. Ça commence par l'accusé de réception. Hein. Déjà, l'accusé de réception, ben, elle doit revêtir une certaine forme, outre le fait qu'il doit être, en termes d'orthographe et de ponctuation, correct. Ben, il y a certaines règles à respecter, la principale étant celle de la lisibilité. Donc, le but, c'est que ce soit lisible non seulement physiquement, j'ai envie de dire, mais aussi dans les termes que vous employez, dans la structure que vous utilisez. On va voir ça de manière un peu plus précise, ou plutôt vous le verrez dans le syllabus, sur la façon de rédiger, le fait de faire des paragraphes, le fait de ne pas faire un texte monobloc, de bien pouvoir l'aérer et de surtout mettre les informations les plus pertinentes et les plus accessibles à la personne qui est concernée. Utiliser également le parallélisme des correspondances. Ça veut dire que lorsqu'on vous envoie un courrier par la poste, ben, vous répondrez par un courrier postal. Si on vous interpelle par mail, vous répondrez par mail, etc.
Toutefois, si le courrier la réponse que vous devez envoyer ou l'information que vous devez envoyer nécessite qu'il y ait une sécurité juridique et que vous soyez sûr que la personne l'a reçue, vous privilégierez l'envoi par recommandé. Et moi, j'appose même à mes agents d'utiliser le recommandé avec accusé de réception. Comme ça, vous êtes sûr que la personne a bien reçu le document, ou en tout cas, vous êtes sûr que vous pouvez prouver à la date exacte de l'envoi de votre document. Parfois, ça peut être extrêmement utile ou nécessaire dans certains dossiers. Je pense à certains dossiers pour lesquels des délais interviennent. Exemple, un dossier disciplinaire, la notification de la décision joue un effet fondamental. Donc, vous devez pouvoir prouver de manière sûre et certaine la date de la notification de cette décision. Donc, la meilleure manière, c'est d'envoyer, par exemple, un recommandé, si possible avec accusé de réception. Comme ça, vous avez une certitude de la date d'envoi de votre document. Ça confère donc une sécurité juridique à votre document. Je passe rapidement sur les principes relatifs à la structure et au contenu de la lettre, notamment sur les aspects protocolaires. Vous verrez ça si vous le souhaitez, mais je souhaiterais m'appesantir davantage sur la notion de rapport administratif, qui est le genre de choses qu'on fait régulièrement dans un dossier administratif où on établit des rapports. Dans le cadre de l'exercice que nous connaissons bien maintenant, l'exercice fil rouge sur les opérations immobilières, et à la fin de la phase 3, quand vous avez fait toutes les recherches juridiques, que vous avez lu la circulaire et que vous avez mis en place votre timing, comme on l'a fait la semaine dernière, l'étape suivante, plutôt la sous-étape suivante, consiste à rédiger une note de service à l'attention de votre hiérarchie ou de votre autorité politique pour lui dire dans quelle situation se trouve le dossier et savoir si elle souhaite qu'on continue dans cette direction-là. Et donc, ça aussi, c'est un rapport. Ça, c'est un rapport administratif. Il y a des formes particulières à respecter. Et lorsque vous aurez rédigé le projet d'acte administratif que vous soumettrez à l'autorité, vous n'allez pas lui porter le dossier comme ça, l'acte administratif comme ça. Il y a une note de couverture aussi. Donc là, il y a également une série d'informations qu'il est utile de connaître. Donc il y a deux rapports administratifs. Il y a le rapport administratif, première version, lorsqu'on envoie cela, on envoie une note à l'autorité pour lui demander si elle est d'accord de continuer dans la direction que vous avez proposée. Et puis il y a le deuxième rapport administratif qui, lui, est une sorte de note de couverture de l'acte administratif que vous avez rédigé. Et donc, dans le premier de ces deux rapports, celui qui arrive à l'étape 3, donc celui dans lequel on est actuellement, dans le cadre de notre exercice, vous veillerez à décrire l'origine du dossier, la problématique, la relation de cause à effet, donc vraiment ce qui est le fondement du dossier, à suggérer donc la proposition de résolution que vous avez établie à la lecture des différentes informations juridiques que vous avez recueillies, et vous présenterez la méthodologie que vous souhaitez appliquer, que vous proposez d'appliquer avec le timing que cela implique, et vous poserez la question au final, est-ce que le collège communal, le conseil communal, l'autorité quelle qu'elle soit, souhaite prolonger, souhaite poursuivre dans cette direction. Donc c'est vraiment un rapport qui doit être synthétique, puisque vous n'allez pas reprendre tout ce que vous avez fait, il ne s'agit pas de vous justifier, il s'agit d'informer. Et donc l'autorité politique, elle, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les informations principales pour qu'elle puisse prendre la bonne décision. Donc elle n'a pas besoin de toute une série de détails, mais elle a besoin de savoir par quelles étapes vous allez passer et quelles sont toutes les applications de la procédure que vous allez mener. Donc soyez attentifs à ça, soyez synthétiques, tout en étant complet, en conservant les informations qui sont les plus importantes ou les plus intéressantes pour l'autorité de laquelle vous attendez une réponse. Et puis le deuxième rapport administratif, c'est celui qui est le rapport de couverture en quelque sorte de l'acte administratif que vous allez préparer. Et donc cette note de couverture, c'est beaucoup plus simple évidemment, elle reprend de manière encore plus synthétique ce que vous avez rédigé dans le premier rapport. Vous pouvez même joindre ce premier rapport en annexe, ça vous évitera de répéter les différents éléments. Vous indiquez dans ce deuxième rapport si les choses se sont effectivement déroulées comme vous l'aviez indiqué dans le premier rapport, ce que vous proposiez de faire, de gérer le dossier de telle et telle manière. Est-ce que les choses se sont correctement passées? Est-ce qu'il y a eu éventuellement un incident qui a entraîné un report de délai, par exemple? Et vous indiquez surtout la nature de la décision que l'autorité est amenée à prendre. Je vous propose donc, indiquerez-vous, de décider que le marché est attribué à un tel ou que la vente de terrain peut être attribuée à monsieur et madame Dupont. Et on sait que, si vous avez vu l'exercice, que ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il importe aussi, c'est de pouvoir faire une sorte de plan de rédaction. Alors, je ne vous demande pas de vraiment faire un plan très élaboré, mais avoir au moins dans votre tête
les étapes par lesquelles vous devez passer pour rédiger vos rapports. Savoir ce que vous voulez dire, écrire, les mettre dans le bon ordre et de nouveau, de bien respecter les différentes règles orthographiques, grammaticales, etc. Et finalement, ces documents, ces rapports que vous allez établir vont vous servir aussi à rédiger, en tout cas le premier des deux, va vous servir à rédiger l'acte administratif parce que vous faites déjà une synthèse de tout ce que vous avez fait et cette synthèse va vous servir à rédiger la motivation, on sait ce que c'est maintenant, la motivation de l'acte administratif, puisque tout sera normalement, à peu près tout, en tout cas, sera repris dans ce rapport de synthèse. Donc, les informations que vous allez indiquer dans ces rapports administratifs doivent être surtout fiables, exactes, vérifiées et certaines, parce que non seulement ça va vous servir à rédiger l'acte administratif, mais ça porte votre responsabilité aussi. Il est clair que la décision entraîne la responsabilité de l'autorité politique, mais elle-même ne se base que sur le travail que vous avez fait. Donc, vous avez quelque part une part de la responsabilité aussi. Si vous vous êtes trompé et que ça implique que l'autorité a pris une mauvaise décision, certes, elle sera responsable, bien entendu, mais par ricochet, vous en porterez aussi la responsabilité. Alors, en ce qui concerne la rédaction des actes administratifs, maintenant ça, je voudrais qu'on y passe un peu plus de temps. Les actes administratifs, non seulement ils répondent aux mêmes exigences, c'est-à-dire aux exigences de rédaction claire, concise, dans un français acceptable, correct, sans faute, synthétique, mais en plus, il y a des formes particulières pour rédiger un acte administratif. Ce n'est pas simplement un document qu'on rédige sur le bout d'une table à main levée. Il y a des formes particulières pour la rédaction des actes administratifs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la légistique. La légistique, c'est l'art de rédiger un texte normatif, un texte administratif, tout en évitant, il faut à la fois garantir la sécurité juridique de ce qu'on écrit, puisqu'on va reprendre dedans tout aspect juridique de motivation, etc. Mais n'oubliez jamais que l'acte administratif, puisqu'il est motivé, implique qu'il doit être compris par la personne à qui il s'adresse. Dès lors, il faut que la sécurité juridique soit certaine, mais en plus que ce soit écrit de manière à ce que la personne qui reçoit ce document puisse bien comprendre ce qui est prévu. C'est un peu ça l'art de la légistique, c'est respecter les objectifs de l'égalité, d'abord rédiger correctement l'acte selon certaines formes, respecter aussi la légalité, tenir compte du souci de transparence dont je vais vous parler et faire preuve de pédagogie à l'égard du citoyen. Vous aurez un cours de légistique en deuxième module si mon information est correcte ou que ça n'a pas changé. Donc, je ne vais pas faire un cours ici de manière détaillée. Vous aurez plein d'informations à l'occasion de ce cours. Mais il me semble tout de même qu'il est nécessaire de voir comment un acte administratif se construit pour comprendre l'ensemble du cours. Alors, un acte administratif, donc une décision qui est celle de l'autorité que vous allez préparer, donc qui est l'issue quelque part du travail que vous avez mené jusqu'à présent, c'est le résultat à atteindre, un acte administratif, et bien celui-ci se compose de trois parties principales, on va dire. Il y a un protocole, un dispositif et puis les autres éléments. Le dispositif, c'est la décision en tant que telle. C'est le collège, le conseil, le bourgmestre, qui vous voulez, décide et puis suit article 1, article 2, article 3. Donc c'est vraiment la décision et les effets juridiques. Mais avant cela, il y a toute une série d'informations qui apparaissent dans l'acte administratif. Alors, question de méthodologie, je vais vous expliquer ça de manière théorique, puis je vous montrerai un acte administratif où vous pourrez retrouver les différents éléments que je vous signale dans cette présentation. Alors, au tout début, il y a donc le protocole. Les premiers éléments dans le protocole, ce sont les éléments d'identification. Alors, les éléments d'identification, ben, c'est d'abord l'auteur de l'acte, c'est-à-dire l'organe. Quand on a le document devant soi, on voit directement de quel auteur, de quelle institution et de quel organe il s'agit. Vous allez voir dans l'acte que je vous montrerai, ben, on voit directement que c'est la commune de Plombières, qui est un acte de la commune, et que c'est une décision qui émane du collège communal. Donc c'est la première information qu'on doit avoir. Les éléments d'identification, c'est l'auteur de l'acte, la date de la prise de décision. Donc, il faut pouvoir identifier dans le document de manière claire la date à laquelle l'autorité s'est prononcée et la composition de l'organe décisionnel. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que on doit indiquer le nom des personnes qui sont présentes et s'il y a des absents, ben, soit on barre leur nom, soit on dit qu'ils sont excusés ou absents.
Et s'il y a des personnes en plus qui assistent à la réunion, il faut indiquer leur présence aussi. C'est important parce que, imaginons que vous preniez, enfin que l'autorité prend une décision avec le nom d'une personne qui était là mais qui en fait ne l'était pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là mais on a oublié de barrer son nom ou on a oublié de barrer ou d'indiquer qu'elle était absente ou excusée. Ben, l'acte n'a pas été pris de manière correcte. La personne n'était pas là. La personne pourrait toujours dire, oui, moi, je n'étais pas là ce jour-là, vous avez mal rédigé votre acte. Donc, problème de légalité externe. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière concernant la légalité des actes administratifs, légalité interne, légalité externe. Tous ces éléments d'identification sont des éléments de légalité externe. S'il y a une erreur dedans, ben, ça fout mal votre dossier, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà, la composition de l'organe décisionnel, c'est un élément pour lequel il faut être très précis. Quant à la date de prise de décision, c'est aussi une question de compétence de temps, hein, bien entendu. Je vous ramène à ce que je vous expliquais il y a quelques semaines concernant la compétence de temps. Hein. Une autorité n'est compétente que pour la durée de son mandat, donc éviter de prendre une décision à une date qui n'est pas celle à laquelle l'autorité est compétente. Ensuite vient l'intitulé. L'intitulé, ben, c'est l'objet de l'acte, c'est-à-dire la manière de rédiger en une phrase courte, une phrase, même une série de mots, une série courte, précise, de quoi il s'agit. Et il ne doit pas y avoir de confusion sur ce qu'on écrit, mais en même temps, ça ne doit pas non plus être, comme l'exemple que vous avez devant vous, tellement long que ça devient incompréhensible. Je vous lis cet objet qui n'est pas le bon. Projet d'élargissement du tracé de la voirie publique communale, chemin de grande communication numéro 129, à Moresnet, rue du Village, entre les immeubles numéro 65 à 75, par 8 emprises de voirie pour la superficie mesurée totale de 228,09 m², et l'acquisition de gré à gré pour cours d'utilité publique à titre gratuit de ces 8 emprises de voirie, outre tous les frais à charge de la commune, suite à l'aménagement de trottoirs à front de cette voirie. Vous n'avez rien compris et c'est bien normal. Moi-même, j'ai beau le relire depuis plusieurs années, je ne sais toujours pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, il est clair que là, ce n'est pas un objet clair, justement. Ce n'est pas un objet bien rédigé. On aurait très bien pu s'arrêter après, éventuellement, 75, voire après 8 emprises de voirie. Faites l'exercice. Si je dis simplement projet d'élargissement du tracé de la voirie publique communale, je barre même la parenthèse, à Moresnet, rue du Village, entre les immeubles numéro 65 à 75 par 8 emprises de voirie, là, c'est beaucoup plus clair. On a compris qu'on prend 8 emprises dans la rue du Village et qu'on élargit la voirie publique à cet endroit-là. C'est beaucoup plus compréhensible. Alors, tout ce qui concerne la superficie, l'acquisition de gré à gré, la cause d'utilité publique, le titre gratuit, les frais à charge de la commune, tout ça apparaîtra dans le texte, évidemment, dans la motivation et dans la décision, mais dans l'objet de l'acte. Si c'est pour remettre la même chose que la décision, ça n'a pas d'intérêt. L'objet de l'acte consiste à pouvoir identifier clairement le poids et voir à quoi il correspond, voir de quoi il s'agit. C'est destiné aux autorités qui ont un ordre du jour assez conséquent et qui n'ont pas d'abord envie de lire 6 lignes de titre, mais surtout qui ont envie de savoir, à la lecture de cet objet, de quelques mots, de quoi il s'agit de manière la plus concrète possible. Ça ne veut pas dire la plus complète possible. Hein. Concret, ça ne veut pas nécessairement dire être exhaustif dans la rédaction. Autre exemple correct cette fois-ci, objet, travaux publics, donc on voit de quoi il s'agit, c'est la compétence travaux, rénovation de la rue de Moresnet à Gemmenich, approbation du mode de passation et des conditions du marché de travaux. Vous avez tout dit, tout en n'ayant pas dit grand-chose, mais vous savez en tout cas identifier clairement le dossier et on essaie de manière générale d'aller du général au particulier. Ici, le général, c'est travaux publics. La matière essentielle, c'est travaux publics. Au-dessus, il aurait peut-être fallu commencer par voirie communale ou bien autre chose, ou patrimoine. Donc, on est dans la matière travaux publics. Dans la matière travaux publics, le dossier, c'est rénovation de la rue de Moresnet à Gemmenich, parce que c'est un dossier important qui concerne plusieurs sous-dossiers. Et un de ces sous-dossiers, c'est l'approbation du mode de passation et des conditions du marché de travaux. Voilà. Et puis, il y aura un deuxième sous-dossier sur par exemple, sur l'approbation de la personne qui aura remporté le marché de travaux. Et vous pourrez garder les deux premiers éléments de l'objet dans votre décision. Ça, c'est un objet qui est correctement rédigé parce qu'il est court, il est concis et il va du général vers le particulier. Alors, je suis toujours mon ordre. Les éléments d'identification, c'est bon. On a maintenant le préambule. Le préambule, il se compose lui-même de plusieurs éléments. La souscription, la motivation de droit, les éléments de procédure et la motivation de fait.
Les trois derniers, ben, en gros, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais on va y revenir. La suscription, c'est l'indication de l'organe compétent qui prend la décision. En fait, c'est le sujet d'un verbe qui arrive beaucoup plus loin, qui est dans le dispositif et qui est décide. Vous voyez, l'acte administratif, ben, il y a un moment donné, décide, article 1, article 2, etc. Mais qui décide? Ben, le qui, c'est la suscription, c'est-à-dire le collège communal, virgule, et puis on a vu, attendu, considérant, décide. Ce qui est important, c'est également d'indiquer le type de séance à laquelle on assiste. Il y a les séances publiques et les séances à huis clos. Un conseil communal, vous le savez sans doute, se réunit soit en séance publique, soit en séance à huis clos. Je vous renvoie vers votre cours de CDLD pour savoir dans quel cas c'est en public et dans quel cas c'est à huis clos. Ce n'est pas mon propos ici. Le collège communal, lui, se réunit toujours à huis clos, donc ce n'est pas la peine de le préciser. Mais le conseil communal, ben, vous devrez indiquer inévitablement si on est en séance publique ou si on est en huis clos. Et oublier de l'indiquer, ben, c'est un problème de légalité externe à nouveau. Je vous dis, le collège communal, lui, se réunit toujours à huis clos, donc ce n'est pas la peine de l'indiquer, puisque c'est toujours le cas. Vous verrez ce qu'il en est également si vous travaillez dans une intercommunale. Le CPAS, je pense que le conseil se réunit toujours à huis clos aussi, me semble-t-il. Donc, ce n'est pas non plus la peine de le préciser, mais je me trompe peut-être, il faudra vérifier. Donc voilà, c'est vraiment le sujet du verbe qui est relatif à la décision et indiquer donc le mode de décision, c'est-à-dire séance publique ou séance à huis clos. Ensuite viennent tous les éléments de motivation, motivation de droit, motivation de fait et éléments de procédure. En général, dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord le droit, ensuite la procédure, ensuite le fait. Mais ce n'est pas toujours évident de respecter ça, on le verra dans l'exemple que je vais vous montrer tout de suite. La motivation de droit, rappelez-vous, c'est donc la base juridique sur laquelle on s'appuie. Dans le cadre de notre circulaire, de notre exercice plutôt fil rouge, c'est la circulaire justement, et c'est l'article L112230 du Code de la démocratie locale. Donc, ces éléments seront introduits par le mot vu. Vu la loi du, vu le décret, vu la circulaire, etc. Alors, quand on en a plusieurs, dans quel ordre est-ce qu'on les met? Ben, on les met dans l'ordre de la hiérarchie des normes. Donc, on mettra d'abord une loi, puis un arrêté royal, etc., puis une délibération communale. Et si on en a deux qui ont le même statut dans la hiérarchie des normes, ben, on mettra en premier celui qui est le plus ancien. Si par exemple vous avez une loi de 1995 et un décret de 1990, je rappelle qu'une loi et un décret sont sur le même plan dans la hiérarchie des normes, vous commencerez donc par le décret parce qu'il est plus ancien que la loi. Évidemment, après vous suivez l'ordre de la hiérarchie des normes. Ça, c'est pour la motivation de droit. Alors, vous indiquerez aussi tous les éléments de procédure. Hein, on l'a vu quand il y a certains dossiers qui appliquent que différentes actions soient menées en dehors, je dirais, que ce soit des négociations syndicales ou bien des publicités, comme dans le cas de notre exercice, ben, vous indiquerez tous ces éléments vous introduirez ces éléments par le mot attendu. Attendu l'enquête publique, attendu la négociation syndicale, attendu les mesures de publicité menées par le collège, et vous expliquerez tout ce que vous avez fait. Et puis, il y a la motivation de fait, c'est-à-dire, rappelez-vous, la motivation de fait, ce sont des éléments factuels qui expliquent pourquoi la décision a été prise. Les éléments de procédure, c'est comment ils ont été pris, et pourquoi la décision a été prise, quels sont les éléments qui ont fait en sorte que vous avez pris cette décision, et tous ces éléments seront introduits par la préposition, le mot considérant. Et donc, tout cela forme finalement votre préambule et essentiellement votre motivation. Donc, vous avez en suscription le nom de l'organe, puis vu ceci, attendu ceci, considérant, et puis vous arrivez dans le dispositif. Le dispositif, il contient donc la décision de l'auteur, les mesures de disposition et les mesures de transmission. Alors, la décision de l'auteur, elle se matérialise presque toujours, pas toujours, mais en général, par le verbe arrête ou le verbe décide. Alors, dans quel cas est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Le verbe arrêter est relatif aux actes réglementaires et le verbe décider est relatif aux actes unilatéraux. Alors, et surtout les actes individuels. Donc, soyez bien attentifs à ça. Un règlement de travail, un statut, ben, c'est le conseil qui arrête une série de choses, tandis que quand il s'agit de prendre une décision vous concernant, un acte individuel, un acte unilatéral individuel surtout, on introduira la décision par le verbe décide. Et puis surtout, il faut indiquer à côté le résultat du vote.
n'oublie jamais que, les décisions, elles sont prises au sein du collège, au sein du conseil, il y a un vote. Donc, il faut mettre le résultat du vote. Quand c'est à l'unanimité, c'est très bien, mais vous avez les pour, vous avez les contre, et vous avez les abstentions. Donc, vous devez indiquer le résultat de chaque vote. Là aussi, c'est un élément à respecter si vous ne voulez pas avoir un potentiel problème dans la légalité de votre décision. Donc, le résultat du vote est mentionné, puis viennent ensuite les différentes décisions, c'est-à-dire article 1, article 2. Donc, ces décisions sont découpées en articles. Les articles sont eux-mêmes divisés en paragraphes et les paragraphes en alinéas. Donc, quand on a des grandes décisions qui prennent plusieurs pages, vous verrez avoir plusieurs articles. Une idée par article, c'est le principe. Maintenant, une idée peut être complexe, donc elle peut être découpée en plusieurs paragraphes et ces paragraphes eux-mêmes en différents alinéas. Et puis, à la fin du dispositif, on indiquera encore les mesures de disposition. Ce sont les mesures abrogatoires, transitoires ou exécutoires. Les mesures abrogatoires, c'est par exemple les mesures qui visent à supprimer, on a vu la suppression de l'acte administratif, supprimer certaines mesures qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Les mesures transitoires, c'est les mesures qui sont prises pour permettre le passage, le transfert d'un régime vers un autre. Donc, la décision est valable à partir de dans un mois et entre-temps, il se passe ça, en quelque sorte. Et les mesures exécutoires, c'est confier l'exécution de la décision à quelqu'un. Le conseil peut, par exemple, confier l'exécution de cette décision au collège communal. Et puis, vous avez enfin les mesures de transmission, c'est-à-dire qu'on transmet la délibération à telle et telle personne pour son information, pour disposition. Alors, attirez votre attention également sur les autres éléments qui apparaissent dans l'acte administratif. Les signatures permettent d'identifier l'acte en tant que tel. C'est important parce que l'acte n'a de valeur que s'il est signé par les bonnes personnes. Et donc, il faut voir quelles sont les bonnes personnes autorisées à signer cet acte. Pour la commune, c'est le bourgmestre et le directeur général. Pour la province, c'est le député provincial et le président de la province, donc le président provincial, pardon. Et pour les intercommunales, là, il faut voir le statut, c'est un président ou vice-président ou le secrétaire, ça dépend un peu ce qui est prévu par le statut. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes. Et donc, faites bien attention à la compétence de temps. La personne qui délivre le document doit être celle qui est compétente pour le faire. Je vous ramène à la compétence de temps dont on a parlé tout à l'heure et lors des séances précédentes. Et enfin, les annexes. Alors, vous savez que les annexes, à partir du moment où elles ne font pas partie de l'acte administratif, elles n'ont pas vraiment de valeur normalement, mais elles font quand même partie du dossier administratif. Et vous savez également qu'on peut y faire référence. Je vous ai expliqué cela la semaine dernière. À partir du moment où on considère que les annexes font partie intégrante de la délibération, c'est comme ça, si elles en faisaient partie. Donc, il faut que les annexes fassent partie du dossier et soient accessibles. Et puis, de toute façon, même si elles ne font pas partie de la délibération, elles font partie de l'ensemble du dossier malgré tout et elles doivent être liées quelque part à la décision. Voilà ce que je souhaitais vous proposer en matière de rédaction. Alors, concernant l'acte administratif en tant que tel, ce que je vous propose, c'est de passer en revue un projet d'acte, plutôt un acte lui-même, que je vous propose directement, pour vous illustrer ce que je viens de vous enseigner, de vous expliquer. Premier élément, c'est les éléments d'identification. Donc, on voit directement que en haut à gauche, vous avez la commune de Plombières, donc vous savez exactement de quelle autorité il s'agit, et vous avez ici clairement extrait du registre aux délibérations du collège communal. On est donc bien dans un acte qui est pris par le collège communal. Alors j'attire votre attention sur cette mention, extrait du registre aux délibérations du collège communal. Ce document-ci que vous avez sous les yeux, comme l'acte administratif que vous allez préparer dans le cadre de l'exercice ou n'importe quel dossier que vous allez présenter à l'autorité, ce n'est pas le document officiel. Le document officiel sera celui qui sera adopté par l'autorité. Et ce document qui sera adopté par l'autorité fera partie d'un registre
qui est le document authentique officiel, pour autant que le registre soit signé, et qui reprend la décision telle qu'elle s'applique, telle qu'elle est valable en quelque sorte. Donc, ce qui compte vraiment, c'est le registre. Je vous invite à aller voir à quoi ressemble le registre de vos collèges communaux ou de vos conseils communaux ou de votre intercommunal. Donc, c'est un gros document, hein, un gros livre. Chez moi, c'est 300 pages. Et donc, pour chaque séance du collège, ben, toutes les décisions se suivent l'une à la suite de l'autre. Et à la fin de la séance, ben, il y a la signature du bourgmestre, de la bourgmestre et du directeur général. Et donc, tout ce qui est consigné dans ce registre, c'est la version officielle. Et donc, ce que vous produisez, vous, avant, ben, on travaille évidemment à l'envers, mais c'est l'extrait du registre. Ceci n'est que l'extrait du registre qui n'est pas encore établi, mais ceci n'est qu'une copie en quelque sorte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le registre. Et les documents que vous sortez, ce document volant que vous avez préparé ici, eh bien, ce n'est qu'une copie. Ce qui compte, encore une fois, c'est le registre. C'est pour ça qu'on parle ici d'extrait du registre aux délibérations du collège communal. On est bien en séance, on est en séance du 31 août, donc la date de séance est bien identifiée. Et vous avez la liste des présents. Vous avez le bourgmestre, président de séance, la bourgmestre plutôt, les échevins, le président du CPS et le directeur général faisant fonction. Il y a une petite erreur, je vous ai décrit ça tout à l'heure, mais le directeur général, en l'espèce ici, le directeur général faisant fonction. Donc la séance est complète. Les membres du collège qui doivent être présents sont tous présents. Vient ensuite l'intitulé, c'est-à-dire l'objet de la décision. On est dans le domaine des finances, donc on part du général vers le particulier. On est dans un domaine de saisie d'exécution immobilière et il s'agit de l'introduction d'une requête auprès du juge des saisies. On propose une décision. Donc, vous avez là en quelques mots l'essentiel du dossier, de quoi il s'agit. Alors, on entame directement le préambule par la souscription. La souscription, c'est donc bien le collège communal. Pas besoin d'indiquer que c'est à huis clos, puisqu'on est toujours à huis clos. Et on va passer tout ce qui suit dans un premier temps pour aboutir au verbe le collège communal décide à l'unanimité. Vous avez donc le résultat du vote qui apparaît ici. Donc, c'est bien le sujet, la souscription, bien le sujet du verbe relatif à la décision qui apparaît plus loin. Viennent ensuite tous les éléments de motivation, motivation de droit, motivation de fait et éléments de procédure. Mais la motivation de droit est introduite par le mot vu le code judiciaire, vu le code de la démocratie locale et vu la décision du conseil communal. Et on a bien respecté la hiérarchie des normes. Le code judiciaire et le code de la démocratie locale, le code judiciaire c'est un code fédéral, le code de la démocratie locale c'est un code régional, mais donc ils ont la même valeur au plan de la hiérarchie des normes, mais le code judiciaire est antérieur au code de la démocratie locale. Bon, ça n'a pas une importance fondamentale, hein, mais enfin, voilà, sachez que c'est le cas, et donc on a mis le code judiciaire avant le code de la démocratie locale. Si ça avait été l'inverse, votre délibération n'aurait pas été mauvaise, mais voilà, autant essayer de respecter la règle. Puis vous avez toute une série d'éléments considérants, attendus. Je ne vais pas les passer en revue ici, ce n'est pas l'objet de la démonstration, mais vous avez tout ce qui concerne les éléments factuels, les éléments de procédure qui concernent ce dossier. Pour arriver à la décision, on décide, puisque c'est un acte individuel unilatéral, à l'unanimité, on a le résultat du vote, et puis suivent les différents articles. Article 1, article 2, article 3. Ici, c'est une décision relativement simple, ce n'est pas divisé en paragraphes ni en alinéas. Mais donc, voilà, on décide, article 1, d'introduire une requête auprès du juge des saisies pour un bien appartenant à monsieur machin chose. Article 2, la première idée, c'est d'introduire la requête. Article 2, de désigner maître Nicolas Petit au fait de représenter la commune dans cette procédure. Donc, première idée, c'est d'introduire la requête auprès du juge. Deuxième idée, c'est pour introduire cette requête, il faut un avocat, donc on désigne un avocat. Et troisième article, mesure de transmission, transmettre la copie de la présente décision à maître Petit, au directeur général et au directeur financier de la commune pour disposition. Voilà donc l'acte en tant que tel. Viennent ensuite les signatures par le collège. On est donc bien dans une décision du collège communal. On indique ici le directeur général et le bourgmestre ou la bourgmestre, pour contredire évidemment ce que je vous disais tout à l'heure en matière de féminisation des noms, des fonctions, puisque c'est une dame chez moi. Donc le directeur général, alors c'est là où il y a une erreur, puisque si on remonte, on voit que ce n'est pas le directeur général habituel, donc votre serviteur, mais un directeur général faisant fonction. Je précise que ceci est un brouillon et que c'est un acte qui n'est jamais passé, donc l'erreur n'est pas réelle puisque l'acte n'existe pas. Mais donc ici,
s'il y avait bien un directeur général faisant fonction, bien évidemment, dans la prise de décision ici, ça devrait être le directeur général faisant fonction avec le nom de la personne. Et ceci donc indique le nom des personnes qui sont compétentes au moment où la décision est prise. Donc, dans le registre, c'est bien ces personnes qui seront compétentes. Et puis, vient ensuite, pour extrait conforme, le 31 août 2020, le directeur général ou la bourgmestre, et on remet les noms, mais du directeur général et de la bourgmestre compétents au moment de l'extrait conforme, puisqu'il s'agit bien d'un extrait. Ici, vous tirez un extrait du registre et vous le signez, enfin, la bourgmestre et le directeur général le signent pour indiquer que c'est bien un extrait conforme. Et donc, si dans 30 ans, on a besoin pour quelque raison que ce soit, on a besoin de ressortir un extrait de ce registre, de cette délibération, on ne va pas courir dans la maison de repos pour aller arracher ma signature, ni celle de ma bourgmestre. Les personnes qui signeront seront celles qui seront compétentes au moment où on délivrera l'extrait conforme. Donc, dans 30 ans, le 31 août 2050, ce seront le directeur général et le ou la bourgmestre de l'époque. Mais par contre, ici, ce sera bien le directeur général et la bourgmestre au moment où la décision a été prise, donc le 31 août 2020. Si la décision est prise le même jour que celui où l'extrait conforme est délivré, fatalement, c'est les mêmes. Mais il se peut que l'extrait conforme, la copie, soit ressortie 10, 15, 20, 50 ans plus tard. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, les personnes qui signent sont celles qui attestent que le document est bien le bon. Et donc, ce sont les personnes compétentes au moment où on délivre la copie. Donc, soyez bien attentifs à ça. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'un extrait, extrait du registre aux délibérations. Le registre il est signé par les personnes compétentes au moment où la décision est prise. L'extrait, il est signé par les personnes compétentes au moment où l'extrait est sorti. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous proposer par rapport à la rédaction. Donc, quant à notre exercice, ce que je vous propose de faire, c'est de rédiger un rapport administratif qui suit les différentes recherches que vous avez faites. Donc, nous avons fait la recherche juridique, nous avons établi le planning du dossier, nous avons même envisagé de mettre un timing. Et donc, ce qui convient maintenant, c'est de faire d'établir un rapport administratif à l'attention de l'autorité pour lui expliquer ce que vous avez fait, ce que vous attendez de l'autorité, les questions qui restent encore en suspens, je vous rappelle qu'il y a encore quelques questions en suspens, et d'informer utilement l'autorité pour qu'elle vous dise « Ok, on continue dans cette direction-là » ou bien on arrête tout. Donc, je vous propose de faire cet exercice. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez me le transmettre par mail, comme certains le font plus ou moins régulièrement. Et pour les autres, vous le faites de votre côté si vous le souhaitez. Et on fait la correction directement dans la séquence qui suit. Donc, entre cette séquence-ci et la suivante, faites l'exercice. Et si vous le souhaitez, on se retrouve dans quelques instants, quelques minutes ou quelques jours, si vous le voulez, pour la séquence suivante de cette semaine-ci. À tout de suite ou à bientôt.